Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Donae. Au programme aujourd'hui, notre invitée. Elle est l'une des personnalités féminines qui a contribué à démocratiser le métier de vigneron sur l'île. Après une vie trépidante passée à Paris, elle prend un virage à 360 degrés et décide 17 ans après de revenir aux sources en reprenant l'entreprise familiale, le Clos Fornelli, à Talonne, et José Vanucci est avec nous. Avec elle, nous découvrirons le métier de vigneron, de vigneronne, ses avantages, ses contraintes. Nous verrons également comment et pourquoi aujourd'hui on embrasse de plus en plus cette profession lorsqu'on est une femme. Et puis comme à notre habitude dans cette émission, nous partirons à la découverte d'un village avec notre invité. C'est aujourd'hui le village de Mazzo, là dans le Bauge, que José Vanucci a décidé de nous faire découvrir. Et restez avec nous, puisqu'à la fin de cette émission, nous découvrirons également une personnalité féminine que notre invité a choisi de nous faire découvrir. Bonjour José Vanucci. Bonjour Francesca. Comment allez-vous? Écoutez, fort bien. Très heureuse que vous ayez accepté notre invitation dans Donae. Tout le plaisir est pour moi. Vous m'avez extrait de mon quotidien de cuve et de tuyauterie. Voilà, là c'est complètement autre chose. Alors, la femme de tête que vous êtes a décidé un jour de laisser son confort de cadre parisien et ses responsabilités, de les mettre au placard, de revenir reprendre l'entreprise familiale. Est-ce que ça a été une prise de risque qui valait le coup ou pas? C'était une évidence, je pense. Donc, je pense que j'ai été construite, mon parcours a été construit autour de ça. Donc, je suis revenue chez moi, voilà. Chez vous, et c'était un besoin également. Hein. Exactement. Alors, pour découvrir la femme que vous êtes aujourd'hui, et comment ça s'est passé, justement, ce retour aux sources, nous vous proposons, dans Donae, de voir une petite biographie que l'on vous a concoctée. Vous allez voir, là, il y a tout, hein, ou presque. On regarde la biographie. Okay. José Vanucci est né le 20 janvier 1970 à Bastia. Son père, Don Marcel, est contrôleur aérien et propriétaire du Clos Fornelli à Talonne. Sa mère, Claudine, infirmière. La fillette évolue dans une famille aimante à Pianice. Très bonne élève, elle adore l'école, mais est un véritable garçon manqué. Elle a pour terrain de jeu les 40 hectares de la propriété familiale et y fait les 400 coups avec ses cousins. Après une scolarité sans encombre et un bac scientifique, elle entreprend des études d'ingénieur agronome en vue de reprendre le Clos Fornelli, puis complète sa formation par un master management à Subdeco Paris. En 1995, elle intègre IBM France, mais le désir de revenir en Corse la taraude. En 2003, elle reprend ses études et passe un MBA Commerce international du vin à Dijon, puis décide de revenir sur l'île l'année suivante pour s'occuper définitivement du domaine familial. Elle fera sa première vinification en 2005 avec les cuvées La Robe d'Ange et le Clos Fornelli. Aujourd'hui, José Vanucci continue à innover. Elle réintroduit notamment d'anciens cépages insulaires dont sont issus des crus à forte personnalité. Le dernier s'appelle le Genovese. Le dernier s'appelle le Genovese. Oui. On va en parler de tous ces crus tout à l'heure, lorsqu'on vous verra dans vos vignes, ces crus, ces nouveaux cépages notamment. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur votre enfance, sur votre adolescence. On voit vos parents ici. C'est des stars, là. Hein. Deux stars. Qu'est-ce que vous retenez de ces années passées sur les terres familiales et de cette éducation que vous ont donnée vos parents? Je pense qu'on m'a inculqué des valeurs qui sont simples et que moi, j'associe très souvent aux valeurs corses, c'est-à-dire le travail, les études étaient importants. Moi, je viens d'une famille, des deux côtés, ce sont des familles modestes, mais en Corse, on avait toujours le souci de pousser des enfants vers l'école, et donc je suis le produit de ça, tout simplement, voilà. Hein. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir une famille avec ce type de valeurs, pas matérialiste, mais les études valaient beaucoup chez moi. Voilà. Alors justement, vous partez à Paris faire vos études, vous faites carrière ensuite chez IBM France, oui. IBM France, même Europe. On est bien loin quand même de la conception qu'on peut se faire justement de la vie ici chez nous. Et il y a eu un personnage notamment que l'on voit ici à l'écran qui a été important aussi pendant ces années parisiennes. Racontez-nous un petit peu qui c'est. C'est une synthèse de ce que peut être pour moi une fille corse telle que je le suis. Mm-hmm. C'est-à-dire déjà je suis fille unique. Mm-hmm. Donc en Corse, on a la chance de vivre tous sur l'île ou d'y revenir très souvent. Donc la famille élargie, elle est très importante. Cousin Germain, c'est mon cousin Germain ici côté famille. Sylvain, famille du Cap Corse. Même cousin de 3e degré. Et il se trouve que dans mon parcours, moi j'étais déjà sur Paris et lui arrive plus tard sur Paris en tirant une tronche pas possible. Et moi je lui dis mais c'est bien, Paris c'est chouette, il faut en profiter. Et le voilà endossant le rôle du petit cousin
type cliché du frère corse qui, quand même, surveille. Il ne faut pas qu'on m'approche de trop près, tout ça. À mes amis, là-haut, on avait pour leur argent, voilà, c'est mon petit frère. C'est très important pour vous, en tout cas. Très présent, très important. Comme toute ma famille, tous mes cousins germains, etc. Comme je vous dis, je suis fille unique, donc ce cercle-là est très important à mes yeux. Alors, toutes ces années à Paris ont été fructueuses, vous avez bien profité, mais vous avez bien étudié également. Vous avez fait carrière chez IBM. Comment se sont passées ces années chez IBM? Là, vous étiez carrément dans un monde d'hommes, et puis très jeune pour embrasser une telle carrière. Il faut dire que j'ai fait un cursus d'ingénieur agro. J'ai fait une maths sup et maths spé bio pour commencer sur Paris. Ensuite, j'ai fait une ingénieure d'agro à Bordeaux. Et ensuite, je n'avais pas envie de retourner tout de suite m'occuper des vignes familiales. Donc, j'ai fait un 3e cycle chez la Subdeco Paris. J'avais choisi une école la plus parisienne pour continuer à faire un peu la fête, en profiter. Il se trouve qu'au terme de cette formation, de ce MBA, on me propose un stage et je dis tiens, je vais aller faire un stage chez IBM parce que vu que je suis destinée à retourner sur le domaine, je vais faire une expérience que je n'aurais pas la chance de connaître par ailleurs. Il se trouve que IBM, suite à mon stage, m'a proposé une embauche et j'ai perdu un peu de temps dans mon retour. J'y ai passé 10 années, des très bonnes années, c'est-à-dire j'ai fait une très belle carrière dans une boîte où je me suis sentie libre. J'ai été, à cette époque-là, vous voyez, j'étais dans une époque où IBM voulait rajeunir son image. Je pense que je faisais partie dans cette division des premières femmes managers et jeunes. Là, j'ai 29 ou 30 ans sur ce cliché. Alors, et donc voilà, ça m'a se passe bien malgré ce cercle très très masculin. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Et au bout de 17 ans, il se passe quoi? Alors, vous rencontrez votre mari chez IBM d'ailleurs? Tout à fait, avec Fabrice. Et il se passe que vous avez envie de revenir sur l'île. Voilà, il se fait tard. Il est temps que je retourne parce que soit je fais un choix de poursuivre ma carrière, vous l'avez bien rappelé, j'ai fini ma carrière chez IBM Europe, et donc je préviens mes managers en disant il va falloir là que je me rafraîchisse la mémoire, il y a quelque chose qui m'attend et il ne faut pas attendre trop longtemps. Et donc je prends une année sabbatique, et comme j'aime l'école, je vais encore faire un 3e cycle à Dijon. Mon école d'ingénieur au départ est à Bordeaux. C'est un des visages de la viticulture, mais un visage qui est très sur l'agrobusiness. Moi, je veux connaître le monde du terroir et c'est quelque chose qui va beaucoup m'apporter par la suite et je fais ça à Dijon. Voilà. Et avec Fabrice, il a le courage de sauter le pas et de venir avec moi parce qu'il n'est pas du monde du vin du tout, mon mari. Alors, pour ce retour en Corse, notamment, il y a plein de choses qui se passent. Vous arrivez chez vous et il y a des personnages très importants qui ont compté dans ce retour en Corse, notamment Edmond Simeoni. Pourquoi ? On voit que j'ai un projet capillaire différent. Edmond Simeoni, tout simplement, là aussi, c'est une évidence. 75 Aléria. Je suis une enfant d'Aléria comme beaucoup. Si cet homme n'avait pas pris la mesure de la catastrophe qui s'est déroulée en Corse, à savoir qu'on avait une identité, des cépages à nous, tout ceci a été totalement balayé par des cépages halogènes, une production intensive. On est passé en très peu d'années, c'est avec l'arrivée des colons en Corse, de 5 000, 6 000 hectares à près de 30 000. L'occupation de la cave d'Aléria pour dénoncer tout ceci a été un déclencheur douloureux, mais essentiel pour la suite des événements. Et peut-être qu'aujourd'hui, je n'aurais pas eu cette liberté-là de revenir chez moi, de m'installer en Corse et de faire du vin, et le vin que j'avais envie de faire. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez fait fructifier vos terres, bien entendu, vous avez réintroduit des cépages, de vieux cépages, puis il y a aussi, c'est toujours une entreprise familiale. Votre fille est très présente dans ce projet, elle est là avec vous. Est-ce qu'on peut dire que la boucle est bouclée, ou presque? Est-ce qu'elle a envie de se projeter, de faire quelque chose, de travailler avec vous plus tard, de reprendre le flambeau? Bien sûr, moi, ma volonté secrète, c'est que Stella Rose se tourne vers ça. Elle est très attachée à la Corse, au domaine familial. Mais avec mon mari, on est d'accord sur l'essentiel, c'est qu'il faut qu'elle fasse sa voix, qu'elle respire. Il ne faut pas que ça soit une prison. Voilà. Et donc, on l'accompagne. En tout cas, on est très différents avec Fabrice, mais on a beaucoup de valeurs en commun et qui sont essentielles quand même pour éduquer une enfant, et notamment sur la construction de la personnalité, sur les études, etc.
En tout cas, c'est un métier qui s'ouvre à elle aujourd'hui en tant que femme sans problème. Tout à fait. Et c'est ce que l'on va voir maintenant. C'est notre transition. On va voir justement de quoi il retourne ce métier, en quoi il consiste ce métier de vigneronne, ses avantages, ses inconvénients bien entendu, et pourquoi les femmes de plus en plus se lancent. C'est un reportage de Grégoire Alcalay et de François-Albert Bernardi. José Vanucci est heureuse. Les vendanges s'annoncent très bonnes, certes, mais surtout, elle semble gagner son pari. Celui de réintroduire dans son vignoble un cépage uniquement cultivé en Corse, mais qui avait disparu, le Genovese. Bonissimo. Trop bien. Il y a 8 ans que la vigneronne a planté ses vignes et elle ne le regrette pas. Le raisin est très différent, il y a une peau épaisse, c'est très aromatique. Très expressif, c'est vraiment une découverte parce que quand on réintroduit un vieux cépage comme ça en tant que vigneron, c'est une rencontre aussi. On doit attendre pendant 4 ans que la vigne produise et qu'on voit ce que donnent les raisins, comment ça se comporte sur notre terroir et ensuite qu'est-ce que ça donne en termes de vin. Pour ne pas abîmer la vigne et le raisin, la petite équipe vendange à la main. Sur les 40 hectares de la propriété, un seul est dédié au Genovese. Une rareté qui a attiré Léo. Avant de reprendre le domaine de ses parents dans les Landes, ce futur vigneron est venu découvrir le cépage. Ce que je découvre, c'est au niveau des arômes, comme c'est un cépage que je ne connais pas. Et puis ça, on va le découvrir après en vinifiant, voir ce que ça révèle. Mais c'est vrai que c'est intéressant de découvrir des cépages complètement différents, des choses qu'on n'a jamais vues. C'est enrichissant. Le processus de vinification débute directement après la cueillette. Les 2 tonnes de raisins sont effeuillées puis pressées. On obtient alors un simple jus de fruits. Avant de commencer la fermentation, José Vanucci et sa fille s'assurent que le vin sera au bon degré d'alcool. Là, on est dans un Genovese qui est parfait en degrés, qui est à 12,8 potentiellement. Et là, voilà, une jolie robe, très jolie. Alors, avant de parler de ces vieux cépages, José Vanucci, quels sont vraiment réellement les inconvénients et les avantages de ce métier ? C'est un métier qui est physique, bien sûr. Pour une femme aussi. Oui, qui est physique, qui est très physique, il est très complet et complexe. C'est-à-dire que ça va de la terre à la commercialisation. D'ailleurs, avec Fabrice, on se répartit. Fabrice est plus sur la logistique. Enfin, il est là pendant les vendanges. On est tous sur le pont, bien sûr. Mais donc, il faut couvrir l'entièreté de ces thématiques. C'est physique, c'est prenant. Quand vous êtes maman aussi, il y a des périodes où vous n'êtes pas très disponible. Enfin, ça, c'est inhérent à beaucoup d'autres métiers. C'est un métier, moi, je suis vigneronne indépendante, donc je ne suis pas dans une contrainte de faire un produit tel que l'attend le marché. Je fais le produit que j'ai envie de faire. Avec la sincérité, avec mes convictions, mon éthique, mon engagement. Et je me dis que je vais trouver les clients qui vont correspondre à ce que je veux transmettre au travers de ce vin. Donc ça, c'est un vrai luxe, c'est une liberté incroyable. Il y a beaucoup de combats à mener. Quelle est la production du Clos Fournet, on va dire, à l'année et quelles sont vos ambitions pour l'avenir ? Aujourd'hui, comment vous avez envie de faire évoluer ce domaine ? Aujourd'hui, nous sommes à 80 000 bouteilles, ce qui a l'air beaucoup, mais qui n'est pas non plus une production énorme. Et puis voilà, on va se stabiliser là-dessus. Moi, mon rêve, c'est de réintroduire petit à petit tous ces vieux cépages dont on parlera probablement tout à l'heure. C'est un enjeu également patrimonial pour la Corse. Justement, on va en parler maintenant de ces vieux cépages. C'est un challenge que vous avez envie de vous lancer, que vous êtes lancé. Le Genovese est l'un des exemples de ce challenge. Ça marche, ça fonctionne bien. Oui. Pourquoi ces vieux cépages ont-ils été abandonnés et comment vous les réintroduisez dans votre exploitation ? Comme je vous ai dit, il y a eu les années 60 avec le projet de la France de faire rentrer d'installer beaucoup de colons sur les terres corses et d'importer les pratiques viticoles et les cépages qu'ils avaient en Algérie, puisqu'on produisait du vin de basse qualité. Et donc la Corse, elle a eu ça pour vocation, ce qui a été terrible. Et comme nous sommes une civilisation de tradition orale, on a perdu toute cette mémoire. C'est comme une perte de langue, une perte de cépage. Et heureusement que des vignerons, ça c'est dans les années 80, tout au début des années 80, avec l'arrivée de l'accession de Mitterrand au pouvoir, et Cresson, qui est à l'époque ministre de l'Agriculture, vient en Corse et demande aux professionnels corses, à certains, qu'est-ce que vous voulez
vous, qu'est-ce que vous attendez ? Et il y a des vignerons qui disent, nous, comme Antoine Arène, voilà, comme d'autres personnes, disent on a besoin de retrouver la mémoire, donc on a besoin d'un centre de recherche, mais qui soit spécialisé, qui soit à nous et spécialisé sur nos thématiques et qui retrouve ces cépages. Et c'est ce que fait le CRVI aujourd'hui, dont vous êtes la présidente. Tout à fait, mais je suis aussi, et surtout, beaucoup utilisatrice, et c'est une chance d'avoir une structure comme celle-ci aujourd'hui, et qui est à l'origine de ce reacquist des cépages corses, mais également de l'essor, de la valeur ajoutée de toutes les caves de Corse. Est-ce que ça fonctionne avec le réchauffement climatique aujourd'hui ? Quels sont les problèmes que vous rencontrez en 30 secondes, on va dire ? Ça, c'est une thématique il faudrait faire une émission là-dessus. Il y a des clés de réponse dans certains de ces vieux cépages pour le réchauffement climatique. Très brièvement, certains cépages, par exemple, quel que soit même des étés très chauds et très secs comme cette année, ne vont pas avoir de fort degré, vont garder de l'acidité. Donc c'est intéressant, dans la suite des événements, pour produire des vins. Aujourd'hui, on a un problème, plus il fait chaud, plus il y a du sucre et donc de l'alcool potentiellement, et de l'acidité qui se dégrade. Donc on a des clés dans ces vieux cépages également pour affronter, pour partie, les impacts du réchauffement climatique. Donc ça, c'est un espoir. Il faut s'orienter là-dessus, en tout cas. Tout à fait. Vous diriez quoi aux jeunes filles qui ont envie de se lancer aujourd'hui, aux jeunes femmes, en tant que vigneronne ? En tant que vigneronne, mais que c'est un métier maintenant... Enfin, ça fait belle lurette, d'ailleurs, que les femmes sont à la tête de cave et que donc la voie leur est grandement ouverte. Il y en a combien à peu près en Corse ? Il y en a pas mal, hein ? Moi, je pense qu'il y a bien une trentaine, une quarantaine de femmes à la tête des domaines. Mais aujourd'hui... comment dire, ce n'est plus un événement, une femme qui devient vigneronne. Mœurs, on va dire. Tout à fait. Et ça peut susciter des vocations. Ce qui est plus compliqué, c'est finalement... tout ceci est régi quand même, les filières, elles sont régies par des hommes quand même, le pouvoir, on va dire, politique. Et il y a quelque chose qui a été compliqué par rapport à ma vie chez IBM, où j'avais une grande liberté, et que finalement, j'ai progressé à la hauteur de ma valeur et de mes capacités. Encore, c'est compliqué, notre société, là-dessus. Et donc, il y a des choses qui sont cadenassées. Il y a des verrous qu'on n'arrive pas encore à faire sauter. Il y a des codes qui sont compliqués, mais bon, voilà, c'est... rien de bien. Alors là, le Clos Fornelli, José Vanucci, c'est à Talone, c'est un lieu fédérateur pour vous. Il y a également un autre lieu très important qui vous a construite, hein. On en parlait tout à l'heure, c'est Mazzola, votre village du Bosio qui symbolise toute une partie de votre vie et où vous allez régulièrement vous ressourcer. Je vous propose de regarder cette balade dans le village et vous nous direz pourquoi il est important pour vous. On va à Mazzola. Mazzola, pour moi, c'est le pays de mon enfance. Ici, ça a été ma petite enfance que je passais avec ma grand-mère maternelle, mon grand-oncle, et puis plus tard, adolescente. Moi, en tant que Corse, même quand j'étais hors de l'île, je passais tous mes étés ici, et donc c'était les gens qui me rejoignaient ici. Donc c'est ma Madeleine de Proust. Ah, bravo, Pio. Qu'est-ce que tu fais? Merci. Et je suis en train de regarder les vieilles photos, regarde. Et du coup, c'est qui sur la photo? Là, c'était la grande équipe, tu vois, avec toute la joyeuse clique de copains. On a fait des virées, on allait à pied jusqu'à Halte. Si on était le soir, on rentrait au dos de l'âne, ou du taureau Roméo. Il était célèbre, notre taureau Roméo, qui nous accompagnait les soirées de bringue, voilà. Bon, Vio, je dois aller vers Miguel pour voir si on peut accéder à la Via Romana, dopo, si tu vuoi que je te montre. Tu me fais quelque chose à manger, parce que ça, c'est pas mon... des tomates, ça mon te va? champ... Ah, parfait. Mon champ de compétences, ado. Allez, à tout à l'heure. J'ai ce souvenir d'une enfance dorée où, adolescent, on pouvait sortir sans qu'il y ait trop de soucis pour les parents. Ces ruelles-là, pour moi, c'est un sentiment de liberté retrouvée, puisque dans un village comme Mazzola, vous êtes enfant et on peut vous lâcher. C'est la sensation primale que je retrouve, parce que quelque part, quand vous êtes dans un village, vous êtes pris en charge par l'ensemble de la population. Oh, sicuramente. Oh, Gucci, come va? Oh, Pierre! Vai che hai antasto des ovrescu. Si può cacciare. Ma sente, cerca cullata di diamado a Via Romana, portata di là. E poi basta.
Si beau pas ça, Mas entendeu a Bustani o Buio Bassau? ma hanno fatto la stregomono, hanno fatto la scoperta. Bon, allez, benissimo. O Basegli è fatto também. Ci sarà un fresco o E no? Buio Bassau ci si passa. ci vuoi Bon, allez, videremo a corrente allora. Voilà, ti ci vai tutti in cabo. C'est un village qui est constitué de plusieurs hameaux, qui est atypique, avec tout en haut, sur sa crête et à 1000 mètres, son repère d'aigle qui est Castelluccio, le hameau de Castelluccio. Nous sommes vraiment dans la partie la plus basse, qui est la Mazzola Piazza Zutan, on va dire, avec Egazil. Et puis au centre, au cœur de ce Mazzo, où l'on a l'église et la zone de Saint-Cyprien, San Cipriano. Donc c'est un village vraiment du beau, de l'intérieur, avec le reflet ténébreux de la pierre schisteuse, avec sa lumière, parce que Mazzola est exposé plein sud, cet écrin de verdure qui est sublime, avec ses châtaigniers, mais aussi Avuic, je ne sais plus le nom en français d'ailleurs, qui vire à l'automne dans des couleurs flamboyantes. Il y a une respiration, une vraie vie qui exhale de ce territoire minéral et végétal. Quand j'arrive à Mazzola, j'ai tout de suite ce sentiment de respiration. Il y a quelque chose aussi d'immuable, de rassurant, et à la fois aussi de nostalgique, puisque moi, de mon temps, il y avait déjà beaucoup plus de monde quand je venais au village. Je suis le maître du monde quand je suis ici et que je domine toute la vallée de Corté. On voit dans ce village toute l'amplitude, la beauté sauvage de ce qu'est l'intérieur corse, en fait. Ne plus monter au village, ne plus mettre les pieds en Corse, c'est quelque chose d'impensable. C'est une partie de moi-même, voilà. Donc ça serait un tel chaos que, voilà, il y a des gens qui sont citoyens du monde. Moi, j'adhère à l'idée des identités multiples, mais m'arracher celle-ci, ça serait une violence impensable. La violence impensable de cette éventuelle coupure avec les racines et le village, finalement, qui n'arrivera jamais, bien sûr. Que symbolise pour vous Mazzola? Et comment est-ce qu'on y vit aujourd'hui en 2022, dans ce très beau village du Bozio? Bon, Mazzola, c'est l'âge d'or, vous l'avez compris, quand même. J'y allais avec mon grand-oncle. Donc lui, il montait là-haut tous les étés pour être avec ses amis. Et puis moi, j'avais tous mes copains. La vie était rythmée très simplement. Une fête paroissiale, une messe, une procession, un bal, un comptoir. Et donc, voilà, c'était merveilleux, ça. Et puis Mazzola, c'est le Bozio aussi, attention, c'est le brasier de toutes les grandes révolutions corses. Au Moyen-Âge, avec Sambuguccio d'Alando, qui aboutit évidemment sur la constitution d'un premier gouvernement populaire. Et 1729, cette fois-ci, une révolte qui part de Bustanigo et qui embarque avec lui, cette fois-ci, c'est contre l'État colonial de Gênes, qui embarque Giacinto Paoli, qui n'est autre que le père de Pascal Paoli, et qui finalement, plusieurs années plus tard, conduira à l'indépendance de la Corse. Et qui fédère toute cette région. Mazzola, c'est également, enfin on le disait, c'est un village du Bozio, un village... C'est aussi le Bozio, c'est la polyphonie. C'est la polyphonie. Et c'est notre king à nous, qui est Pedro Guelfucci. Voilà, malheureusement, qui nous a quittés. La revitalisation de ces villages également se fait de plus en plus, et notamment la Via Romana a été réhabilitée. Elle part de Mazzola et elle fait toute une partie du Bozio jusqu'à Bustanigo, je crois. Hein. Tout à fait. Parlez-nous de cette Via Romana. C'est un projet qui est ambitieux. Cette Via Romana, on suppose qu'elle reliait probablement, c'était une ère de transhumance au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et vous voyez, à l'écran, on voit ces murs qui ont été reconstruits. D'ailleurs, c'était un travail vraiment de très minutieux qui a été accompli pour le récréer à l'identique. Et on suppose que on a des traces de ces murs à Piedigorti. Et ça monte et ça fait toutes les lignes de crête du Bozio. Voilà. Et donc, super balade à conseiller aux téléspectateurs. À conseiller aux téléspectateurs. Et voilà, il y a des traces de l'Antiquité là-dessus et c'est passionnant. On arrive à la fin de cette émission, José Vannucci. On a pour habitude de parler d'une femme qui vous a plu, dont vous avez envie de nous faire découvrir ou redécouvrir, Florence Aubenas. Pourquoi ce choix? Très vite.
Florence Aubenas, je l'ai découverte à l'écran. C'était ce grand reporter de guerre qui couvrait le Kosovo, l'Afghanistan. Elle est prise en otage l'année où je m'installe, en 2005. Et on la découvre à l'écran au moment de sa libération. Elle passe quand même 5 mois, cette femme, en captivité, dans une cave, dans des conditions très difficiles. Et cette femme-là, je la trouve resplendissante. Elle plaisante beaucoup d'humour lors de la conférence de presse. Et bien évidemment, c'est quelqu'un qui force le respect. Ensuite, je me suis encore plus penchée sur son travail. C'est une journaliste d'investigation à qui on doit tout un travail avec le quai de Ouistreham, son ouvrage sur les précaires. Donc elle s'investit, elle se met dans la peau d'une femme sans qualification et elle va pendant 6 mois travailler, faire du ménage dans des ferries. Et puis aujourd'hui, d'autres ouvrages, et puis aujourd'hui un nouvel ouvrage, un dernier ouvrage, L'inconnu de la Poste, que vous nous conseillez d'ailleurs. Tout à fait, parce qu'en plus elle a une plume admirable, mais c'est quelqu'un qui a toutes les qualités qui font défaut à l'époque. C'est-à-dire qu'elle a une recherche permanente d'objectivité, de l'humilité, de l'humanité. Elle dit qu'elle travaille à hauteur d'humain, voilà. Quelqu'un qui n'est pas vénal, donc voilà, c'est beaucoup de raisons pour lesquelles... C'est la fin de cette émission, José Vanucci. Merci beaucoup. Merci à vous, Francesca. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle émission, un nouveau rendez-vous dans Donae. Bye bye. Désolée, c'est trop court.